sommes 2 ans après le début de la crise du levothyrox. Beaucoup de questions sont toujours en suspens. Et je pense qu'après un petit topo de présentation de chacun, il sera encore temps, je l'espère, de répondre à vos questions. Je vais passer tout de suite la parole à Catherine Hill, en la présentant en quelques mots. C'est une épidémiologiste, donc une spécialiste de l'étude des maladies et des statistiques des maladies. Et elle a repris les chiffres qui ont été communiqués par Merck en 2017. Et elle les a fait en quelque sorte parler pour se rendre compte d'une information qui est capitale dans ce dossier, c'est qu'il n'y a pas de bioéquivalence entre l'ancienne formule et la nouvelle formule. J'ai repris une publication qui est sortie il y a 2-3 mois, en mars. Les données ont été reprises par ces auteurs concordants, etc. Consistait à prendre 204 volontaires sains, je crois que c'était des gens en Afrique du Sud, je ne suis pas sûre. En Allemagne, à Berlin. À Berlin, d'accord. Des volontaires sains, volontaires, pour participer à l'étude d'un médicament. Et ils ont reçu chacun successivement les 2 formules de levothyrox, l'ancienne formule et la nouvelle formule, ou la nouvelle formule et l'ancienne formule dans un ordre tiré au sort. Et on leur faisait 17 prélèvements sanguins par formule, en commençant au moment de l'administration du médicament, à l'heure H0, et en finissant 72 heures après, à l'heure H72. La biodisponibilité entre les 2 formules, sujet par sujet. C'est ça qui vous intéresse, et vous avez raison. Et les statisticiens, dont je suis, sont pas convaincus par cette analyse parce qu'on leur a appris qu'on fait une étude et qu'on prend le même sujet, on fait 2 choses au même sujet successivement, on va regarder la variation intra-sujet, pas juste faire la moyenne, mais si c'est des sujets différents. Donc c'est à la fois une erreur de statistique et c'est aussi une erreur de concept. Donc, diapo suivante. Donc, voilà, Merck a fait les 2 moyennes, mais en réalité, la diapo suivante, en réalité, ce sont les mêmes points, mais simplement maintenant, on a des couleurs différentes pour chaque sujet. Et on voit qu'il y a des sujets qui ont une biodisponibilité beaucoup plus grande, comme le sujet rouge, là, qui est le sujet 179, ou bien celui-là, qui est aussi rouge d'ailleurs, qui est le sujet 79, les numéros sont au les traits. Et puis il y en a d'autres qui ont plutôt perdu, en particulier le vert, le sujet 159, il a une biodisponibilité plus faible de la nouvelle formule par rapport à l'ancienne formule. Après, j'ai juste regardé combien de gens avaient un sous-dosage de moins 45% et un surdosage de moins 45%. Et c'est là que c'était utile de discuter avec Martin Schulberger, parce qu'il m'a dit le dosage, supposons que le dosage moyen c'est 100 mg, il m'a dit quand on ajuste la dose, on le fait par palier de 12,5. Donc ces gens-là qui sont au-dessus de 45% et ils sont au-dessus de 50%, c'est comme s'ils étaient passés brutalement de 100 mg à 150 mg. C'est normal, ils ne sont pas sortis bien. Sans parler de ceux qui sont plus debout encore. Donc, voilà, c'est une explication très probable à un problème de dosage, de non-équivalence. Et puis pareil, il y a donc 11% de surdosage de moins 45%. Donc si 11% des 2 millions, alors ça, je sais 2 millions 3, je sais 2 millions 6, 2 millions 3 millions, en 11% des 3 millions de personnes qui sont sous les médicaments sont soudain trouvées surdosées de 50%, c'est pas très étonnant qu'ils se soient sentis malades. Certains endocrinologues qui ont défendu dans les médias et les revues médicales l'idée qu'il s'agissait d'un effet nocebo ont tendance à rester sur cette position. Les experts de l'agence Tournet et discutent en plus le fait de soustraire à l'albazal d'un HMO, pourtant recommandé par toutes les autorités. Et Merck conteste le fait de réanalyser les données selon des règles qui ne sont pas celles de l'autorité. Mais les données sont faites pour être. Elles sont publiques. C'est une expérience médicale, scientifique. Et
tout ce qui est légitime, vous regardez d'un œil différent. Il n'y a pas de c'est pas ce qu'on a fait. Et très vite, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est retombé. On a pu parler de l'étude de Concordet tout à l'heure. Peut-être parce qu'elle était trop scientifique et que ni les médias ni les malades ne se sont rendus compte de l'importance de cette étude. Et puis, nous étions déjà en contact et un beau jour le téléphone sonne et Catherine Hill, que je ne remercierai jamais assez, me propose de nous présenter ce travail-là. Et après, j'ai pu suivre en avant-première les avancées de son travail, un peu comme Candy, parce que je ne suis pas scientifique du tout. Et puis là, ça a été la révélation. C'est la révélation parce qu'on voit sur des gens qui sont sains, qui n'ont pas de pathologie, qui n'ont pas d'interaction médicamenteuse, on voit apparaître des variations, et pour certains, des variations énormes et qui peuvent avoir des répercussions très graves. On a beaucoup de patients qui ont des bilans normaux et encore maintenant avec les changements, c'est-à-dire beaucoup de personnes ont été très améliorées avec la L-thyroxinémie ou avec le TCAPS, donc ça c'est déjà beaucoup, mais ça montre bien qu'il y avait un problème puisqu'ils sont venus avec ces nouveaux traitements. On a quand même encore des personnes qui sont parvenues comme avant, à leur état antérieur, un certain nombre. Et toujours, bien entendu, parce que c'est ce que je remarque depuis le début, avec des bilans normaux. Donc c'est quand même un point d'interrogation important, c'est qu'on n'est pas forcément ni en sous-dosage ni en surdosage. Il y a des personnes en sur- et sous-dosage, il y a des personnes en dosage normaux mais qui ne vont pas bien. Donc le problème n'est pas du tout le même qu'il y a 2 ans, parce que là ça a été vraiment catastrophique, mais il n'est pas résolu. Ce qui se passe, et en plus une confirmation de la NSM malgré le papier qui est sorti en avril, la NSM continue à dire que les Vonirox n'a pas de problème. Je trouve que c'est quasiment insultant, donc voilà, c'est compliqué. Le plus important, c'est la clinique. Donc on ne peut pas s'appuyer en premier sur la biologie. Et on voit bien là, puisqu'il y a un problème. Et là, le problème est plus général, puisque ce qui a été soulevé, c'est que c'est la façon dont la législation européenne a été mise en place pour dire ce produit est un bon produit ou ce produit est stable ou pas. Alors, là, ça devient plus compliqué encore, parce qu'effectivement, la mère va vous dire le produit rentre dans la législation, il n'y a pas de souci. Alors, contre qui on se retourne? Moi, on a un certain nombre de produits où on sait qu'il y a des effets secondaires importants, on ne les prescrit pas. Donc, pourquoi on dit que le problème, c'est un défaut d'information? Non. Le problème, c'est d'avoir mis sur le marché un produit qui n'est pas stable, c'est pas un défaut d'information. Il y a l'information correcte sur les gens qui vont chercher les symptômes. Alors, ça c'est vrai, mais c'était déjà problématique avant, parce qu'on ne donne pas un produit sachant qu'il peut y avoir 50 à 60% de personnes qui vont avoir des effets secondaires. Le problème, il est avant pour moi. C'est pas parce qu'on vous dit il faut surveiller la survenue d'effets secondaires. Alors oui, ça aurait peut-être permis que les médecins soient plus attentifs. Ça c'est vrai, mais ça n'aurait pas changé au fait que c'est pas normal de mettre sur le tapis et sur le marché un produit qui entraîne autant d'effets secondaires. Et c'est exactement ce que prouve cette étude, c'est que les effets pouvaient être attendus. Donc il ne fallait pas le mettre sur le marché comme ça. Petit point de détail qui a quand même son importance, dans l'alerte qui a été faite à certains médecins, parce que certains les ont reçus, on leur a indiqué attention, ça peut poser des problèmes sur les femmes enceintes et sur les personnes âgées. Et quand on regarde les chiffres, on se rend compte que plus du tiers de la population cible du Levothyrox sont des femmes de plus de 60 ans. Donc on a d'entrée de jeu 1 million de personnes qui allaient être impactées, potentiellement, par un médicament dont on doit savoir, quand on est le fabricant, qu'il a des effets comme cela. Et après, il y a des éléments dans un dossier troublants sur le fait qu'il y a eu des changements de fabrication en cours de route, justement pour l'adapter. Je voulais savoir si les effets qui ont été observés par rapport au Levothyrox, est-ce qu'il y aurait possibilité, enfin, dans les analyses sanguines, de les retrouver, les problèmes qui ont été retrouvés, qui ont été vus là ici, est-ce qu'il serait possible d'ajuster peut-être les analyses pour que ça soit montré? Parce qu'il y a
C'est-à-dire quand on a une anomalie d'équilibre, ben, on rééquilibre et on voit ce que ça donne. Et si une fois que c'est équilibré, ça ne va pas, ben, on change le produit. Mais quand on a des bilans normaux, et c'est ce qui s'est passé dans la grande majorité des cas, eh ben, c'est pour ça que la plupart des gens vous répondent il n'y a pas de souci, le bilan est normal. Je suis à l'Euthyrox qui vient du Portugal. Les effets secondaires se sont un peu atténués, mais je perds toujours mes cheveux. Et par exemple, pendant la canicule, tout le monde à peu près s'effondrait, n'allait pas bien. Et ben, je n'ai pas toujours eu chaud, j'ai eu froid. Nous avons 3 procédures en cours. La première procédure, c'est la procédure devant la Cour d'appel de Lyon, et qui est la procédure pour défaut d'information ou des changements de formule, pour lequel on demande 10 000 € de dommages et intérêts. Le tribunal d'instance nous a donné tort en considérant que Merck avait respecté la législation et qu'elle n'avait pas commis de faute lors de ce changement de formule. Un appel, notamment grâce au rapport de mars, etc., nous avons complété l'argumentation. Nous avons notamment insisté sur un point qui me paraît important. Donc, si vos amis de Merck nous écoutent, mais ça, ils le savent déjà, parce que ce sont des écritures que vous avez déjà déposées, nous avons rappelé que la législation européenne et française impose de signaler sur la boîte du médicament et dans la notice les dangers particuliers à un médicament. Alors, nous avons vu avec Mme Hill, il y avait des dangers qui étaient connus, qui auraient dû donc être source d'une alerte particulière vis-à-vis des médecins, mais surtout vis-à-vis des malades. Cette procédure vient donc en plaidoirie normalement, je touche du bois, le 7 janvier, et la Cour d'appel de Lyon devrait rendre sa décision dans le mois qui suit, donc d'ici à février-mars 2020, nous aurons une réponse sur ce premier volet du dossier. Nous avons un deuxième volet qui va faire le lien avec le Thyrox. Vous savez que plus de 500 personnes ont saisi le tribunal administratif de Paris pour réclamer le retour de l'ancienne formule avec lactose. Et notamment, nous avons expliqué au ministre et au tribunal qu'il est possible de réquisitionner la fabrication de l'Euthyrox italien fabriqué à l'usine de Bourgoin-Jallieu. Au mois d'octobre 2019, nous aurons le tribunal administratif qui nous entendra sur cette question juste à temps pour savoir si on peut faire la continuité de production de l'Euthyrox avec l'Euthyrox fabriqué à Bourgoin-Jallieu. Et puis vous avez la troisième procédure qui est en cours, qui est la procédure pénale à Marseille, et qui va essayer de voir plus clair sur la responsabilité ou la culpabilité des uns et des autres. Et dans le collimateur, il y a bien évidemment Merck et la NSM. Et puis on peut imaginer, mais pour le moment on la met de côté, puisqu'on cherche encore quelques informations pour aller jusqu'au bout, une quatrième procédure qui sera une procédure contre la NSM, qui a, comme l'a dit tout à l'heure Annie et l'a dit aussi Béaté, c'est un comportement qui est un non-sens complet. Ils sont en deçà de leurs obligations légales de protéger les malades et on leur reproche surtout d'être non pas à la solde, parce qu'ils ne sont pas très chers, mais surtout de ne pas avoir la compétence technique, la volonté de chercher et de résister aux analyses qui sont proposées, clés en main par les industriels. Donc ça sera peut-être le sujet de l'année 2020, mais pour le moment on a suffisamment de matière entre le civil, l'administratif et le pénal. Ils ne veulent pas comprendre derrière ces chiffres qu'il y a des malades, des personnes qui souffrent. Je vous redis quand même ce qu'avait expliqué M. Hulot, le patron de Merck, dans une interview à Dépêche en janvier 2018, il expliquait que 90% des malades supportaient bien la nouvelle formule. Ce qui voulait dire, par contraste, que 10% des malades ne la supportaient pas. 10%, c'est tolérable, c'est acceptable. C'est quand même 300 000 personnes. 300 000 personnes qui souffrent et les pouvoirs publics qui ne font rien. Alors qu'on a en même temps vous nous expliquer que c'est parce qu'il y avait 25 personnes qui ne supportaient pas l'ancienne formule avec le lactose qu'il fallait changer la formule pour tout le monde.